Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis ravi de clôturer ces deux belles journées de formation et d'enseignement. Donc on m'a demandé de parler des approches rééducatives dans la maladie de Parkinson, donc un sujet extrêmement large qui évidemment n'est pas tenable en 20 minutes, et moi ça m'arrange bien, je me suis dit du coup je vais parler de ce que j'ai envie. Donc je vais vous parler de deux sujets aujourd'hui. Le premier sujet, on va pas forcément se dire tout de suite que ça parle de rééducation ou de traitement physique, mais on va voir qu'en fait on se trompe. Le premier sujet, c'est la dopamine. Alors la dopamine, de façon très schématique pour les gens qui ont moins l'habitude de faire du parkinsonien et qui connaissent pas grand-chose en dopamine, c'est une hormone extrêmement importante. C'est l'hormone qui fait qu'on est bien, qu'on est heureux. C'est l'hormone qui fait qu'on est motivé pour faire des choses. Et c'est aussi une hormone qui, mine de rien, gère, contrôle certains de nos mouvements, surtout les mouvements qu'on a beaucoup automatisés. Et donc cette dopamine, il faut qu'on en ait un petit peu, mais pas trop. Il faut qu'on en ait dans une bonne dose. Dans la maladie de Parkinson, dans les syndromes parkinsoniens, en fait, la baseline de dopamine est diminuée, on a moins de dopamine, et donc on dit que les patients, ils sont off, ça veut dire qu'ils n'en ont pas assez, et donc dans ce cas-là, ils sont plus heureux, ils ont des raisons organiques d'être déprimés, ils ont moins de motivation à faire les choses, ils ont aussi un trouble du mouvement, ils deviennent hypométriques, ça veut dire qu'ils se mettent à faire des petits mouvements, et aussi bradykinétiques, ça veut dire que leurs mouvements deviennent lents, et on se retrouve du coup avec ça. Donc on met la vidéo, on voit que ça bouge pas beaucoup plus, et ici une autre patiente qui, pareil, on voit a des mouvements qui sont très lents et qui sont petits. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que quand les sujets ils sont en off, mine de rien, même s'ils sont très lents, leurs réactions posturales, les réactions parachutes, sont plutôt conservées. Donc certes, les patients sont très lents, ils bougent difficilement, mais au moins ils ne tombent pas. Ou peu. Donc le premier réflexe en tant que médecin, et c'est ce qu'on nous a inculqué, c'est de se dire, s'il manque de dopamine, on va leur en donner. Donc on va leur donner de la dopamine par voie exogène, du médicament créé artificiellement en laboratoire. Cette dopamine, elle peut marcher extrêmement bien, et c'est un traitement qui a absolument révolutionné la prise en charge de la maladie de Parkinson, mais qui, malheureusement, le temps avançant, on est souvent contraint de répéter les prises de façon fractionnée, de plus en plus, etc. Et on se retrouve avec des gens qui se mettent souvent en surdosage. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en surdosage? Il y a les dyskinésies, donc c'est difficulté à contrôler des mouvements un petit peu automatiques qui surviennent, avec aussi une augmentation en fait de l'instabilité, et puis d'autres effets secondaires très bien décrits, comme les hallucinations, les troubles du comportement, les troubles avec des addictions, etc. Donc cette dame qu'on a vue juste avant, la voici la même en on cette fois-ci, donc en ayant eu un peu trop de lévodopa. Donc on constate qu'elle va beaucoup plus vite, que les mouvements sont plus fluides, enfin que ça a l'air de se passer de façon mieux, moins lente. Mais par contre, on remarque qu'elle a des dyskinésies, donc on voit que ses membres inférieurs, que son tronc bouge un petit peu dans tous les sens, ce qui, on le voit déjà, crée une instabilité. Si on s'intéresse aux réactions posturales, on va les voir maintenant en on, et on va voir que les réactions parachutes sont beaucoup moins bonnes. Et donc on se retrouve avec des patients qu'on a améliorés sur certains aspects, mais qu'on a aggravés sur certains autres aspects, en fait. Donc il faut qu'on arrive à trouver un moyen d'être autant que possible dans la bonne dose pour les réguler le mieux possible. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est le quotidien des gens qui font de la maladie de Parkinson. Ça peut être très dur à faire. Donc le temps passe, et qu'est-ce qui va se passer? On va augmenter le nombre de prises, on va fractionner, etc. Et donc en fait, on se retrouve
avec ce médicament qui a cette pharmacodynamie qui fait que plus le temps passe, plus ça va monter en pic et ça va redescendre en pic. Et on va répéter ces pics comme ça dans la journée. Or, ces pics, en fait, ça a été montré que c'est hautement addictogène, c'est-à-dire, et c'est vrai pour tout, hein, pas que pour la levodopa, tout ce qui va dans votre vie de tous les jours vous provoquer des pics un peu brutaux de dopamine, mais de façon répétée, va provoquer, en fait, va jouer sur le circuit des addictions. Comment? Eh ben, la prise d'une drogue, alors la levodopa, mais en fait tout type de drogue, en fait tout type de chose qui fait que vous êtes heureux dans votre vie et que vous le prenez de façon répétée, va faire que vous allez libérer de la dopamine, ça va aller dans le noyau accumbens, qui est le circuit qui est en fait responsable du circuit des addictions. Cette prise répétée va mimer la décharge phasique neuronale de dopamine, et ces pics, plus ils sont rapides et transitoires, plus ça va stimuler les récepteurs D1, plus ça va activer la voie striatale directe, et plus ça va activer le circuit mésolimbique de la récompense. Donc on revient en arrière. Et là, en fait, ces pics, voilà, c'est simple. Tous ces pics rapides, ça va stimuler le circuit des addictions. Et donc, de nos jours, les jeunes, ils en parlent beaucoup, mine de rien. En fait, c'est même un sujet assez, la dopamine, c'est un sujet assez à la mode sur TikTok, sur Instagram et compagnie, parce que les jeunes se sont appropriés ce sujet. Pourquoi? Parce que les jeunes se sont rendus compte eux-mêmes, et sans avoir eu besoin de l'évidence-based medicine, que Instagram, c'est des petits pics très rapides, très fugaces, de « Ah, il y a machin que j'aime bien qui m'a liké ma photo que je viens de poster. Ah, il m'a fait un petit commentaire. Ah, petite vidéo drôle qui dure 3 secondes, je rigole, et après je suis direct passé à autre chose. » Et en fait, c'est hautement addictogène. Si on regarde pour la cigarette, c'est un peu la même chose. Alors la cigarette va provoquer un pic voilà, qui va durer un certain temps, et ça va redescendre. Et en fait, pendant 1 heure, 2 heures, on n'a pas besoin de fumer la prochaine cigarette. Qu'est-ce qui va provoquer des pics plus brutaux? La cigarette électronique. Et oui, vous avez tous vu des gens qui fument la cigarette électronique et qui sont en fait, on dit, ils ont la main et ils ont greffé leur appareil à leur main. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les pics sont beaucoup plus brutaux et donc, ils vont en avoir besoin beaucoup plus vite. Toutes les 5 minutes, ils ont besoin d'avoir leur bouffée. Mais ça, en fait, c'est beaucoup plus addictogène que la cigarette, en fait. Donc, idéalement, ce qu'on aimerait bien, c'est faire en sorte que ces patients parkinsoniens ils aient une libération de dopamine qui soit plus douce, de plus longue durée au cours de leur journée. Et comment est-ce qu'on pourrait favoriser ça? Je me permets d'interroger un petit peu la salle, voir. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment est-ce qu'on pourrait, par d'autres moyens que le médicament, avoir des pics de dopamine dans notre journée qui soient un peu plus doux? L'exercice, oui, effectivement, certains types d'exercices en particulier, c'est tout à fait vrai. On va en parler tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez? La vie sociale, c'est tout à fait vrai, effectivement. La vie sociale, c'est tout à fait vrai. Il y a le soleil. Vous avez tous déjà entendu parler du fait que le soleil, le vrai soleil, voilà, les effets de la luminothérapie sur le bien-être, sur le bonheur et tout. On a d'autres choses, mais regardons cette vidéo tirée de TikTok. Donc c'est très corporate, vous allez voir, mais en fait, on va se rendre compte que sur les réseaux sociaux, ils disent des choses vraiment pas si bêtes parfois. Il n'y a pas de son. Je sais pas si comme ça va marcher mieux. Ice, sauna, weights, runs, walks, hard work, breath work, meditate, visualize, design, serve, connect, and create. Do real work. You'll never reach your potential if fake dopamine is always within reach. Donc, en fait, il parle ici de vraie dopamine, fausse dopamine. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut fonctionner. En fait, c'est plutôt la dopamine de mauvaise qualité, celle qui fait des pics, et puis la dopamine de bonne qualité, celle qui agit doucement comme ça dans la journée. Et donc, il y a plusieurs choses qui citent au départ, et il y a entre autres exercise, ouais, il y a runs. Vous avez tous déjà fait un jogging dans votre vie. Alors, c'est très dur de trouver la motivation d'y aller, mais une fois qu'on le fait, en général, derrière, on se sent super bien. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent super bien? C'est la dopamine. Et cette dopamine qu'on a libérée, souvent, elle agit
quand même de façon assez prolongée, on se sent assez bien pendant une bonne partie de la journée. Bah oui, parce qu'en fait, l'effort aérobie, on a des pistes pour penser que oui, elle fait libérer de la dopamine et de façon prolongée dans le temps. Voilà des patients parkinsoniens en train de faire des efforts aérobie le matin avant d'entamer leur journée de rééducation. Déjà, pour commencer, il faut bien comprendre que les parkinsoniens, ils n'ont pas plus du tout de neurones dopaminergiques. Ils en ont toujours, comme tout le monde, il y en a peut-être moins, mais il y en a. Et ces neurones, ils sont toujours capables de produire de la vraie dopamine, de la bonne dopamine endogène, produite naturellement par notre cerveau. Et donc, on pourrait recourir à des stratégies endogènes, c'est-à-dire stimuler cette capacité du cerveau à produire des molécules de bien meilleure qualité que celles qu'on leur apporte par les traitements chimiques créés en laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le travail aérobie? Déjà, on a des modèles animaux, ça date d'il y a longtemps, des années 80-90, et donc je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les modèles animaux, on ne va pas plus parler des modèles humains après, mais globalement, ça a favorisé quoi le travail aérobie chez les rats? Le développement de la croissance neuronale en général. Mais notamment, on a en fait des circuits de dopamine qui marchent mieux, il y a plus de dopamine endogène libérée dans le cerveau des rats à qui on fait du travail aérobie, il y a plus de récepteurs D2 au niveau du striatum, etc. Et puis dans les années plutôt 2000, on a commencé à se rendre compte que quand même, pour avoir ces effets neuroprotecteurs par le travail aérobie, il faut une certaine notion de durée et d'intensité, mais comme toujours en fait dans le monde du travail physique. Et donc, qu'est-ce qu'on a chez l'homme? Chez l'homme, déjà, pour parler même pas de l'haute intensité, parlons déjà juste de la basse intensité. Alors, à basse intensité, on a vu chez l'homme que 2 heures d'exercice à basse intensité chez des patients parkinsoniens avaient augmenté l'absorption et l'utilisation de la lévodopa exogène. Ça veut dire qu'en fait, ils absorbaient mieux le médicament qu'on leur donnait. Et donc, peut-être déjà qu'on avait besoin de leur donner moins de doses de ce médicament et que ce serait aussi efficace. Chez le sujet sain, on a montré que seulement quelques semaines de marche, ça permettait de libérer de la dopamine endogène au niveau du striatum et que ça augmentait les récepteurs postsynaptiques. À court terme, à haute intensité, on a vu qu'une seule séance de vélo à haute intensité, chez un patient parkinsonien, ça permettait d'augmenter sa vitesse de marche et de faire disparaître les enrayages. Alors ça, c'est de la clinique courante. Ça veut dire que vraiment, au quotidien, chez les patients parkinsoniens qu'on prend dans des programmes de rééducation en hôpital de jour, etc., on les voit arriver en off, ils n'ont pas pris leur dose de médicaments du matin, on les met sur le vélo avec une kiné qui leur hurle dessus « Allez, allez, on s'y met, on s'y met, on s'y met, on s'y met », et ils s'y mettent petit à petit, et quand ils sortent du vélo, ils sont plus off. Ils marchent, il est beaucoup mieux qu'avant de s'y mettre, ils n'ont plus d'enrayage, etc. Donc, ils ont libéré de la dopamine endogène. Une séance de tapis à haute intensité, pareil, ça a augmenté la vitesse de marche, la longueur de pas, l'amplitude active de mouvement de hanche, de cheville, l'amélioration aussi du lever de chaise. Pour ce qui est des effets à court moyen terme, il y a des programmes de vélo sur 8 semaines à assez haute intensité versus des groupes où on leur disait vous allez à la vitesse que vous voulez. Ça avait montré que dans le groupe où on avait fait de la haute intensité, ils avaient mieux amélioré leur score UPDRS, leur dextérité bimanuelle. Dans un autre groupe, dans une autre étude, sur 8 semaines de vélo aussi, à haute intensité versus rééducation avec kiné conventionnelle, le vélo à haute intensité avait amélioré la force, les fonctions exécutives et l'humeur. Et puis en chronique. En chronique, on a des grosses études rétrospectives chinoises qui montrent que faire de l'activité physique en extérieur au cours de sa vie, déjà, ça diminuerait le risque de développer une maladie de Parkinson. Il y a une étude sur quasiment 10 000 sujets chinois âgés, avec 230 maladies de Parkinson, 180 syndromes parkinsoniens pas forcément étiquetés et plus de 9000 contrôles, qui ont suggéré que l'activité physique et que la lecture, c'était des facteurs indépendants de protection contre la maladie de Parkinson, surtout l'activité plus que la lecture.
Et à ce stade-là, j'étais en train de vous parler un peu de littérature scientifique, et ça n'a pas loupé. Ce matin, je prenais mon petit déjeuner, et j'ai mis YouTube, et je suis tombé sur une vidéo qui date d'il y a 3 jours, de Lena Situation. Il y a des gens qui connaissent, oui, je pense. Et donc voilà ce qu'elle dit sur cette vidéo, toute nouvelle. Je pensais pas, mais la lecture m'a apporté un nouveau boost de dopamine. Chaque lien tissé avec les personnages, ou chaque image peinte, chaque révélation. Sauf que contrairement à un écran, c'est une montée lente qui m'a diverti l'esprit pendant un petit bout de temps. Et je suis devenue, en quelques jours, cette... Comment ça se fait que Lena Situation, elle nous parle de boost de dopamine et d'élévation lente, pas comme les téléphones, et que nous, médecins, on n'est pas vraiment au courant de ça? Donc j'étais surpris. Voilà. Et donc, une autre étude, c'est l'étude Sparks, 130 patients parkinsoniens débutants qui n'ont jamais pris de traitement dopaminergique et qui ont été divisés dans 3 groupes, un groupe de tapis à haute intensité, un groupe tapis à intensité modérée et un groupe liste d'attente. Et à 6 mois de programme de ça, l'évolution du score UPDRS sur 6 mois, on voit que le groupe à haute intensité, ils ont pris seulement plus 0,3 points sur leur score UPDRS en moyenne, alors que le groupe liste d'attente a pris plus 3,2 points sur leur score UPDRS, qui est une différence significative. Une dernière étude, l'étude ParkinShape, 130 patients parkinsoniens débutants également, mais cette fois qui prennent des traitements dopaminergiques avec des doses équivalentes levodopa qui étaient équivalentes dans les groupes. Ils ont fait 2 groupes, un groupe vélo à 60-80% de la fréquence cardiaque max, 3 jours par semaine, pendant 30-45 minutes, et un groupe stretching 3 fois par semaine, 30-45 minutes. Et pareil, ils ont regardé en off, à 6 mois, l'évolution du score UPDRS, sachant que leur score de base UPDRS était similaire dans les 2 groupes. Et le groupe vélo a pris que 1,3 points sur le score UPDRS, tandis que le groupe stretching en a pris 5,6. Donc pour ce qui est de l'activité aérobie, voilà un petit peu des petits éléments de littérature sur le sujet. Alors nous, on a essayé dans le service, alors ça date d'avant même que j'y arrive, ça date, vous voyez, il y a très longtemps, 2015, de lancer une grosse étude là-dessus, un PHRC qui était mené par une de nos APA, Mina Boutou. On voulait comparer des groupes haute intensité versus intensité modérée versus rééducation kiné conventionnelle. Et malheureusement, Mina Boutou étant partie, on n'a jamais mené à bien cette étude jusqu'à son terme. Et je suis donc incapable de vous donner les résultats aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai parlé du reste de la littérature. Et je suis persuadé que ça marche et c'est des choses qu'on voit vraiment de nos yeux dans notre pratique courante. Est-ce que quelqu'un a envie de tenter une suggestion d'une autre chose qui pourrait élever la dopamine endogène ? La musique, oui. Alors oui, c'est vrai que ça fait partie des choses qui rendent heureux pendant longtemps. La méditation, oui, effectivement, c'était aussi cité dans la vidéo qu'on a vue avant, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, je crois que je suis pas sûr que ça a été prouvé, mais enfin, on suspecte fortement que la méditation, ça fasse vraiment ça. En fait, je voulais vous parler, retournons sur TikTok, de ça. I've been doing an ice bath every single day. You feel happier, you feel in a better mood, you feel more relaxed, you know, it's génial. I do it every night, ouais, instead of in the morning, that's it, ouais. And hot, with some bubbles on the top. Bon, with a glass of wine, in front of a funny movie, okay, mais bon, otherwise it's just like an ice bath, mais oui, and I feel happy, hein? Oh! Encore une fois, c'est TikTok qui répond à nos questions, parce qu'en fait, quand on regarde la littérature sur bain d'eau glacée et dopamine, on n'a vraiment pas grand-chose. En tout cas, bain d'eau glacée chez le parkinsonien, ça n'a jamais été fait. Alors, je vous invite peut-être à essayer. Moi, je pense que c'est une étude qu'il faut absolument faire. Qu'est-ce qui a été montré sur bain d'eau glacée et dopamine ? On a pris des sujets sains, qu'on a mis dans un bain d'eau glacée à 14 degrés. Oui, effectivement, 14 degrés, moi j'y rentrerai jamais. Donc, et puis on a dosé ce qui se passait, on a fait concentration plasmatique, on a regardé, et donc on a vu que sur 1 heure d'immersion dans ce bain d'eau glacée, il y a un truc déjà qui a explosé, et c'est les hormones du stress. Donc surtout, ne mettez pas vos patients coronariens dans des bains d'eau glacée, ça risque de mal se passer. Plus 530% d'élévation de la noradrénaline qui, après le bain, a baissé de façon relativement rapide, mais pas trop.
Et la deuxième chose qu'on voit, en fait, on part d'une baseline beaucoup plus basse, donc ça semble moins impressionnant, mais quand même, en fait, si on regarde, la dopamine sur 1 heure de bain d'eau glacée a pris plus 250% de concentration plasmatique. Plus 250% qui, en fait, si on suit l'évolution, on estime que cette dopa reste élevée pendant 4 à 6 heures après le bain d'eau glacée. Alors ça, il suffit d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les pays scandinaves et voir qu'ils adorent ça, qu'ils sont complètement addicts au bain d'eau glacée et en fait qui vous disent « Ah mais si on commence la journée par un bain d'eau glacée, on se sent beaucoup mieux ». Une autre étude, très ancienne, on a pris des rats et on a dosé en termes de réponse électrochimique le courant dans leur striatum quand on les mettait dans un bain d'eau glacée. Et on voit que le courant développé dans leur striatum au moment du bain d'eau glacée a explosé. À noter que ça n'a pas marché quand ils ont mis les rats dans des chambres réfrigérées à 0 degré, donc ne mettez pas vos patients parkinsoniens dans le frigo du self de l'hôpital, ça risque de pas marcher. Et juste, il se passe plein de choses au niveau du striatum. Donc, qu'est-ce qui fait que cette décharge qu'on a observée, on pense que c'est les neurones dopaminergiques? En fait, on a refait l'expérience derrière en ayant au préalable donné un traitement qui tue les neurones dopaminergiques au rat. Et là, on n'a pas vu cette élévation du courant dans le striatum. Donc, on pense que c'était bien les neurones dopaminergiques qui déchargeaient. Ce signe, c'était pour dire que je suis à la bourre déjà? J'ai combien de temps? 3 minutes, ok. Donc je passe là-dessus. Mais c'est un peu la même chose, c'est des rats, et voilà. Mais chez les Parkinsoniens, ça n'a jamais été fait. Je passe au deuxième sujet, ça va être plus court. Je voulais parler un peu de la camptocormie. Alors la camptocormie, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une antéflexion du tronc, comme ça, qui survient debout, qui s'aggrave à la concentration et à la tâche motrice, et qui est réductible allongé, c'est-à-dire que la camptocormie, ce n'est pas une déformation du rachis. Il peut y avoir une déformation du rachis secondaire à le fait de se tenir comme ça pendant 15 ans, mais à la base, la camptocormie, ce n'est pas une déformation rachidienne. Le syndrome de Pie, c'est un peu la même chose, mais quand on tombe plutôt sur le côté. La physiopathologie est obscure. Mais globalement, ces dernières années, on a évoqué plusieurs choses, notamment une dystonie focale avec un déséquilibre entre les fléchisseurs et les extenseurs. La dystonie dans le Parkinson, ça existe. On peut avoir des cas de dystonie du tronc, mais en réalité, c'est quand même extrêmement rare. On a un petit peu évolué, on a commencé à parler plus d'une faiblesse des muscles extenseurs du tronc avec, quand on faisait des IRM aux patients, on voyait qu'effectivement, il y avait une amyotrophie des muscles paravertébraux, une dégénérescence graisseuse, etc. Donc on le voyait vraiment. Par contre, ce dont on parle moins, c'est que, est-ce qu'il y aurait une composante cognitive là-dedans ? Donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais dystonie et camptocormie, voilà, on a essayé beaucoup. Déjà, le choix des muscles injectés est très incertain, et de ce qu'on voit dans les revues de la littérature, c'est que quand même l'efficacité est aussi très incertaine. Pour ce qui est de traiter la faiblesse des extenseurs, mais là un grand oui, et d'ailleurs le traitement à physique a marché, a montré que ça marche beaucoup mieux que les traitements par toxine botulique, et surtout si on prend en charge les gens précocement, c'est-à-dire qu'on n'attende pas qu'ils soient comme ça avant de s'occuper d'eux. Comment on peut renforcer les extenseurs? Alors il y a un exercice ici qui est absolument primordial à commencer très tôt chez tous les sujets parkinsoniens, c'est les assis debout. Ces assis debout déjà renforcent la chaîne des extenseurs, les quadriceps, le grand fessier, et donc on sait que les patients parkinsoniens ont surtout du mal à faire des grands mouvements sur les mouvements qui ouvrent le corps, donc les muscles extenseurs notamment. Mais quand on fait des assis debout et qu'on pousse le patient à se redresser bien grand à chaque fois qu'il se lève, on muscle aussi les extenseurs du rachis. Donc on lutte là déjà dès le départ contre le développement de la camptocormie. On a d'autres exercices comme ce que vous voyez à gauche.
Où on peut passer par les bras aussi, où on demande aux gens de lever, alors en abduction, avec des charges, de renforcer, mais pas seulement à 90 degrés, à aller vraiment jusqu'en haut pour renforcer la chaîne des extenseurs aussi, ou alors par l'avant, on leur demande quasiment d'aller toucher le mur comme ça derrière eux, au-dessus de leur tête. Mais qu'est-ce qui est... Voilà, et donc le sujet que je trouvais intéressant, c'est la composante cognitive. Là, il y a un article sorti il n'y a pas très longtemps, ils disent effectivement que le contrôle de la posture, c'est un processus qui est semi-automatique et qui requiert des interactions complexes, à la fois motrices, mais aussi cognitives, spécialement en termes d'attention et de fonction exécutive. Voilà, et donc quand on fait le point sur la physiopathologie de la camptocormie, il y a plein de choses qui peuvent être impliquées, mais notamment les déficits cognitifs aussi. Et en fait, on pourrait presque faire cette hypothèse de qui est l'œuf et qui est la poule. En fait, la posture qu'on a tous dans notre vie au quotidien, qui fait qu'on se tient à peu près droit, il y a une part attentionnelle qui va vers notre posture. On n'est pas en train d'y penser forcément, mais il y a une petite part quelque part de notre attention qui est portée à ça, qui est portée vers notre posture. Et en fait, les parkinsoniens, ils ont des troubles attentionnels, quasi tous, de façon très précoce. On s'en rend pas forcément compte quand on leur parle comme ça, mais pour peu qu'on le recherche, ils ont quasi tous des troubles attentionnels très très tôt dans la maladie. Il suffit de les faire marcher, et puis au début, parfois, ils marchent bien, et on détourne leur attention, on leur fait faire du calcul mental, ou on leur parle, et là, on voit apparaître les enrayages, etc. Pourquoi ils ont du mal à passer les pas de porte? Parce qu'au moment de passer le pas de la porte, une partie de l'attention va se dire « Ah, je suis sur un pas de porte », et là, il y a tout qui bloque. Ils sont incapables de faire plusieurs choses, d'avoir leur attention qui est portée vers plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire qu'ils ont des énormes difficultés de double tâche. Et donc peut-être que c'est ça qui fait que finalement, quand vous avez un parkinsonien devant vous, il est là, vous êtes au bureau en consultation et vous le voyez se pencher sur la table comme ça va chire, et vous lui dites hey, redressez-vous, et il se redresse. Donc ils ne sont pas déformés, ils ont peut-être une petite part de faiblesse, mais ils arrivent à lutter quand même contre ces muscles faibles, et on détourne leur attention, on fait un autre exercice, et hop, c'est reparti, quelques secondes après, ils sont comme ça. C'est la part d'attention qui est probablement une des premières choses impliquées dans cette camptocormie. Et donc, à force d'être avachi, d'avoir une posture qui, en fait, ne va pas stimuler les extenseurs, et finalement, ils s'affaiblissent. Et enfin, pour ce qui est des dystonies, il peut y avoir aussi des cas de dystonie secondaire, c'est-à-dire que si vous êtes tout comme ça, il peut y avoir un certain degré de conflit, notamment costo-iliaque, etc., qui va créer des dystonies sur la zone. Mais ce n'est pas ça qui est la cause de la camptocormie. Donc finalement, pour traiter tout ça, on a dit il y a le renforcement, plus. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour la part attentionnelle? J'ai une dernière anecdote, après c'est fini, je vous promets. J'avais une amie qui était danseuse. Et à chaque fois que je sortais avec elle, on était au resto, j'étais énervé contre elle parce qu'elle, elle se tenait comme ça. Et moi, du coup, j'avais l'impression d'être Quasimodo devant elle. Et je disais, mais arrête de te tenir aussi droite, c'est énervant, comment tu fais? Arrête, tu y penses tout le temps ou quoi? Tu veux tenir droite pour faire ta fière et tout? Elle disait, mais non, je suis pas en train de penser en permanence à tenir ma posture. Je fais, mais comment tu fais? Elle fait, mais quand on fait de la danse, en fait, on fait beaucoup de musculation du dos. Et donc, en fait, j'ai pas besoin d'y penser pour tenir droite. Et donc, en fait, ce renforcement, probablement, qu'il aide aussi à lutter, et en fait, qui fait que quand on a des muscles forts, on a moins besoin de penser à tenir droit. Voilà, je passe la dernière diapo. Je vous remercie. Merci beaucoup.